Wilfried, tu nous mettras 3 coupes de champagne, s'il te plaît. Comme dans C'est beau la petite bourgeoisie qui boit du champagne. Je kiffe cette chanson. Qui n'a pas dansé sur cette chanson? Je sais pas. Je sais pas. T'as dansé sur cette chanson, Thibaut? Mais c'est pas ça la vraie question. C'est qui a écrit cette chanson? Qui a écrit cette chanson? Mais c'est notre invité. C'est l'invité du jour. On va pas parler que de musique. On parlera musique? Oui, on va parler musique bien sûr, et on va aussi parler Et après avoir fait du bien à nos oreilles, on va faire du bien ou pas, on sait pas, à nos yeux. On va parler de computer vision. Trop bien. Oh, cool. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Ah, là, t'es pas en forme. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Hey, c'est Mick Lévy dans Trench Tech avec bien sûr Thibaut Leman. Hello. Et Cyril Chaudois. Je te vois pas. Salut tout le monde. Bon les gars, pour commencer l'épisode là, je vous propose un petit jeu. Allez. On cite chacun une expression sur le thème des yeux. Oh là. Et le premier qui en trouve pas, il a perdu. Ok, je commence. Alors, avoir les yeux partout. Œil pour œil. Les yeux revolver. Je ne connais pas. Garde un œil sur lui. Thibaut. Il a l'œil vif. Tout est la prunelle de mes yeux. Ne pas voter une loi à l'aveugle. Non, c'est pas une expression qui existe. Ouais. Ça Ouais, enfin, l'œil de Moscou. Hein. Bon, ok les gars, bon, on va arrêter là. Tout le monde a gagné et on va fermer les yeux sur cette dernière expression, Thibaut. Et toi, derrière tes écouteurs, tu fais fonctionner tes oreilles là, mais en réalité, ton cerveau est obnubilé par ce que tu vois. La vue est ainsi notre sens, si ce n'est le plus aiguisé, en tout cas le plus influent sur nos décisions et actions. Alors, fermez les yeux et imaginez. Imaginez ne pas avoir les 2 yeux bien attachés à votre tête, mais des milliers, des millions d'yeux partout à travers le monde. Et surtout, une capacité cognitive à analyser les images de tous ces yeux. Là, d'un coup, même notre amie Cartapus, la meilleure espionne, la reine du camouflage du cultissime Astérix et Cléopâtre, elle arrêterait de faire sa maline devant César au jeu « on me voit plus ». Hein? Bon alors aujourd'hui, on va donc parler de vision par ordinateur, de computer vision en bon franglais. Yeah. C'est cette branche de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser des vidéos pour en extraire tout un tas d'informations. Des usages pour améliorer notre quotidien, veiller sur la smart city, améliorer la sécurité. Oui, mais attention, un pas de plus, et c'est la surveillance généralisée à coup de reconnaissance faciale. Et pour parler de tous ces enjeux, on a un véritable pro de la question. William Eldin. Il a fondé 22, encore une fois en bon franglais, avec une ambition, démocratiser l'utilisation de la computer vision par les entreprises et les collectivités, tout en augmentant l'humain et ses sens. Depuis, sa start-up a obtenu le prestigieux label Deep Tech 20 et fait la fierté de la French Tech. En plus, William est de ces personnes qu'on kiffe dans Trench Tech, une personnalité bien trempée au parcours atypique, passionné de musique. Chut, on va en reparler, Ah ouais, ça va être bon ça. Un ancien de Coyote. Ah ouais, comme dans Bibi. Les solutions anti-radar. Ah c'est ouais, ça exactement. Voilà, vous voyez, on va bien s'amuser. On trouvera aussi 2 chroniques croustillantes à croquer. La tech entre les lignes de Louis de Diasbach et un moment d'égarement de Laurent Guérin. Alors il est maintenant grand temps d'accueillir notre invité. Salut William. Salut, ça va? Bah ouais, ça va super bien. Bon, écoute, m'entends on t'entend très bien. Je crois que toi, tu es en direct d'un McDo, si j'ai bien compris, pour cet enregistrement. C'est ça, exactement. Je mettrai une boîte de nuggets, s'il te plaît. Ouais. Avec un coca plutôt grand ou plutôt non normal? C'est ça, il prend les commandes aussi. Bon, ouais. William, on peut se tutoyer. Je pense que ça fera pas de grandes questions avec toi. Ouais. Oui, pas de souci. Ok, top. Eh bien, écoute, c'est un véritable plaisir de te recevoir dans Trench Tech. Alors, sans plus tarder, on lance le grand entretien des yeux partout. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors, Mick, je crois que tu as bien dressé le portrait, mais il est passé un tout petit peu trop rapidement sur ta vie d'artiste et ton passé dans la musique. Alors ça pique un peu la curiosité de nous tous. Raconte-nous, comment tu es passé de la musique à Coyote, puis à 22 et la computer vision?
Ah bah ouais, c'est une longue histoire, les gars. Ça a été, on va dire, c'est parti d'au début. J'adorais la musique, j'adorais rouler vite. Deux choses très importantes. La musique, d'un côté, j'en ai toujours fait dans mon quartier. J'ai toujours enregistré à Nanterre tous les rappeurs du quartier. Et vers 15-16 ans, j'ai découvert les Daft Punk avec Thomas Bangalter et je suis tombé amoureux de la musique électronique. En parallèle, j'étais animateur radio. Et donc, du coup, cet animateur radio était assujetti à un quota français de musique en français. Donc, on devait passer 21% de musique électronique en français. Il y en avait de moins en moins. Et j'entends, tu sais, les directeurs d'antenne péter un câble sur le fait qu'il n'y ait personne qui en fasse de la musique électro en français. Du coup, un week-end avec Dame, mon associé chez 22 aujourd'hui, on se dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire un tube. Mais alors, viens, on parle en français dessus. On enregistre une copine qui a une voix un peu jazzy. Et comme ça, on va s'éclater. Et donc, du coup, je vous jure, hein, on fait ça le week-end. Et le lundi matin, je le dépose à la radio. Le soir, il est passé par Miko de Fun Radio. Et Miko, il m'envoie un message avec Kylian Mash, donc la personne qui a sorti à son nom le disque après. Et ils me disent les deux, mais William, il est en train de péter ton titre. Il y a tout le monde qui nous demande qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'il faut le télécharger. Et donc, du coup, moi... Donc, c'est le titre de Disco Beach, hein, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, le titre de Disco Beach. Et du coup, moi, je commence à avoir le titre qui dit c'est pour tous les quotas français qu'on parle plus anglais. Enfin, je veux dire, le storytelling marche à fond, quoi. Exactement, c'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle pas anglais. Donc, du coup, c'est vraiment ça qui a fait le trou de cette chanson. Et après, alors, je vous en parle 10 secondes, mais de fil en aiguille, c'est passé sur toutes les radios. Ensuite, ça va à la Starac, TF1 et compagnie. Le truc, qui passe aux quatre coins du monde. Et en fait, je maîtrise pas. Le truc s'envole, quoi. Donc, on a Sony qui nous appelle. Ça commence à partir un peu en combat parce que notre copine qui avait la voix jazzy, elle détestait l'image de Disco Beach, tu sais, de tout ce que ça peut apporter comme espèce de cliché. Et donc, du coup, c'était la merde parce que, en fait, elle voulait. Ça devient le tube maudit, quoi. Ben, c'est un peu ça. Elle voulait plus apparaître comme ça sur ce genre de son. Nous non plus, parce que tu sais, on était un peu les prudes. Donc à l'époque, c'était ouais, mais nous on est plutôt Thomas Bangalter, le Grand Rex et tout ça. Nous on s'en fout en fait de passer sur Fun Radio. On est des vrais, des tatoués. Et en fait, tu vois, même nous, on a enlevé notre nom, on a revendu. On a rendu tous les droits à Sony, on a fait un petit peu de sous. Et du coup, après, ça a explosé, quoi. Donc, la base de mes magasins anti-radar, parce que dans la foulée, j'ai enclenché en déposant cet argent au service d'une marque qui achetait et revendait dans des magasins physiques des avertisseurs de radar. Et donc, du coup, mon premier magasin, je l'ai ouvert à Boulevard de Clichy, à côté de la place Pigalle. Et je l'ai ouvert avec les sous de Disco Beach. Et du coup, ça m'a permis de développer ce système anti-radar et donc de comprendre cet écosystème qui m'a ensuite fait rebondir parce que j'ai fait la magique rencontre de Fabien Pierlot, qui était lui, tu sais, l'inventeur de Coyote. Moi, j'étais le numéro 2 qui était déjà dans le business, mais le numéro 2. On fait Coyote, ça explose. Et à un moment, chez Coyote, d'un coup, on est interdit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2011. Et le fait qu'on soit interdit... Ouais, voilà. Et le fait qu'on soit interdit, en fait, Guéant nous dit, messieurs, il va absolument falloir que vous affichiez la vitesse de limitation en temps réel sur le Coyote. Et donc, du coup, une seule technologie existe à l'époque parce qu'il n'y a pas de base de données de toutes les limitations de vitesse, c'est la vision par ordinateur et la détection des panneaux. Voilà. Et là, c'est ça le truc de ouf. En fait, c'est comme ça que je découvre cette technologie et que 3-4 ans après, je fais un pas dedans parce que ça m'ouvre les portes du monde et les portes de la technologie. Et comme je l'ai bien compris par le cas d'usage, aujourd'hui, je m'éclate. Donc, tu vois les rebondissements, ce que ça a donné? Moi, je note quand même un truc, c'est que tu es quand même d'abord le roi du buzz et qu'il faut savoir faire du buzz pour pouvoir réussir. Bravo. Et par contre, Merci. Les 21% de quotas, ça n'a rien à voir avec 22. En fait, je me suis dit, peut être la suite. 22, pourquoi 22 en 2 secondes pour pouvoir cranter sur le computer vision et 22? Parce qu'on roulait vite là où on a grandi et que 22 v'là les flics, c'était souvent derrière nous et que du coup, ça vient de là. Donc, c'était plutôt cet esprit un peu rebelle à la base dans mon quartier. Donc, je m'appelais 22 et Dame aussi. Et après, ça a été notre groupe de musique. Du coup, vu que ça nous collait à la peau, ça a été la holding chez Coyote. Et ensuite, c'est devenu le nom du groupe. Et mais moi, ce que j'adore, c'est qu'en plus, tu le dis en anglais, après avoir fait une musique francophone et jouer sur le fait qu'elle était francophone pour gagner les taux. Alors
Voilà, c'est trop génial. Et du coup, c'est ton histoire avec Coyote qui t'a amené à t'intéresser à la computer vision que tu vas ensuite, ou sur lequel tu vas te spécialiser ensuite chez 22, du coup, c'est ça? C'est exactement ça, c'est cette découverte en fait, qu'avec 500 images de panneaux de limitation de vitesse, plus un algorithme qui apprenait ces 500 images, tu reconnais à 95% tous les panneaux. Ouais. On avait fait le test autour de la Défense, tu sais. Et donc, du coup, je m'étais dit, attends. Si on arrive à apprendre des images à un algorithme et le mettre derrière une caméra, ça veut dire que derrière, il sait reconnaître tout ce qu'on lui a appris. Mais attends, c'est un truc de fou parce que 70% de ce qui se passe dans notre tête, ça se passe grâce à l'acquisition de la donnée par la vision. Donc, ça veut dire que 70% des choses vont pouvoir être augmentées grâce à cette augmentation de la vision. Donc, en fait, si tu veux, j'ai eu les fils qui se sont un peu touchés là-haut, là, et qui m'ont dit, mec, lance-toi dans cette techno, ça va être dingue. Si ça s'est mis partout dans l'économie et dans le monde, les yeux de l'humain, alors tu vas réussir à l'augmenter. Et comme je trouve que tout le monde arrive un peu à rupture cognitive de sa capacité, du coup, je trouve que c'est bien de pouvoir se faire augmenter un petit peu. On arrive à la rupture cognitive de notre capacité. Et donc, 22, du coup, alors donc Coyote, on a compris, c'est comme ça que tu as pu intégrer dans Coyote finalement le fait d'avoir la limitation de vitesse qu'il fallait suivre, ce qui a permis à Coyote de devenir un outil d'information et donc de continuer à être légal finalement sur les nouvelles voies. Mais voilà. Et donc, toi, derrière, tu te consacres à la computer vision avec 22. Donc, chez 22, vous faites quoi? C'est quoi la mission rapidement de ta startup? La mission, c'est d'augmenter l'homme et ses sens par la vision, donc d'imiter, en tout cas, d'essayer d'imiter la perception visuelle humaine par une machine. Et donc, du coup, si elle a les mêmes capacités de reconnaître le monde que nous, en reconnaissant tous les objets, d'ailleurs, du coup, c'est ce qui est mis en parallèle avec l'humain. Et donc, reproduire et l'augmenter, c'est la grande mission. Sans vouloir rentrer trop dans les détails, est-ce que tu peux essayer d'expliquer exactement comment ça marche? On a bien compris que c'est des yeux d'ordinateur, entre guillemets, qui va essayer de reconnaître des formes, etc. Mais comment ça marche concrètement? Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut lui donner des images. Donc, nous, les humains, on apprend la vision, en tout cas, on apprend un nouvel objet par le voir une fois, 2 fois ou 3 fois dans le monde. Et après, c'est à vie qu'on s'en rappellera. L'ordinateur, c'est beaucoup plus bête. Imaginez-vous que ce que vous regardez devant vous, là, c'est tout pixelisé, d'accord? Donc, chaque pixel est un petit carré. Et dans chaque petit carré, il y a des couleurs et des formes. Et ensuite, l'alliance de plusieurs petits carrés, ça donne des formes un peu plus grandes avec des couleurs un peu. Et en fait, c'est comme ça que va se baser la vision par ordinateur et la reconnaissance par comparaison. Je vous parlais tout à l'heure d'une base de données. En fait, si je veux apprendre à reconnaître mes lunettes, du coup, je vais lui faire une base de données de photos de mes lunettes sous des angles différents, sous des luminosités différentes, à des tailles différentes, à des endroits différents. Et en fait, plus j'aurai de différences de mes lunettes, plus en fait, le rapprochement mathématique en disant attends, là, je vois en temps réel derrière une caméra, je suis l'algorithme de 22 et je vois un truc qui ressemble à peu près à 60% à ce que tu m'as appris comme être des lunettes. Est-ce que 60% tu tolères? Oui, le seuil a été bon, 60%, pas de problème. Donc ça, c'est bien des lunettes. Par contre, si je les avais reconnues à 50%, tu m'aurais dit, toi, dans ton produit, de ne pas les reconnaître. Et vous voyez, en fait, tout l'intérêt de la vision par ordinateur, c'est de la nourrir grâce à plein de données sous des variabilités différentes et ensuite, derrière, de l'onboarder derrière une caméra et de reconnaître ce que tu as envie par finalement des configurateurs de détection et de tracking qui sont nos plateformes logicielles, quoi. Et c'est là qu'intervient le fameux machine learning et l'intelligence artificielle. C'est que d'un côté, on a des capteurs qui sont des caméras, on va dire, pour faire rapidement, ce sont les yeux. Et puis, on a entraîné cette machine avec des images de lunettes pour qu'elle sache reconnaître des lunettes, comme on a pu entraîner des machines avec des petits chats, par exemple. Ouais. Mais toi, j'imagine que les cas d'usage de ta boîte, c'est pas que reconnaître des lunettes. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 cas d'usage qu'on comprenne bien à quoi ça sert, en fait, la computer vision appliquée, et chez 22 en particulier? Exactement. Alors là, tu vois, on en a parlé au début chez McDonald's. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de reconnaître le nombre de burgers, le nombre de boissons qu'il y a sur chaque plateau pour de la conformité de commande. Il y a quand même beaucoup d'erreurs. Et pour accélérer la livraison au client et la distribution au client, et donc, du coup, tu le sais, quand tu viens chez McDo, tu as envie que ça passe vite. Et ben donc, du coup, ça augmente le potentiel des ventes et la satisfaction client.
On a aussi plein d'autres use cases dans forcément la sécurité. Donc, on va détecter les incendies, on va détecter les noyades, on va détecter les agressions, on va compter les gens, où est-ce qu'ils passent, comment, pourquoi ça s'arrête un peu plus par là. Dans les gares, on va détecter les bagages abandonnés. Donc, on a appris les bagages, on a appris les humains. Et en fait, dans une gare, on lie les bagages et les humains ensemble. Et dès qu'il y en a un qui se sépare de son bagage, au bout d'un certain temps et d'une certaine distance, ça va alerter le PC sécurité et ça va traquer la personne qui vient d'abandonner son bagage pour aller à sa rencontre et éviter de bloquer toute la gare pendant 2-3 heures. Donc, en fait, c'est vraiment tout ce qui est détection, reconnaissance d'objets, association avec des humains ou des process pour pouvoir accélérer finalement tout ce qui est opérationnel. J'en ai des milliards de cas d'usage et je peux en parler pendant des heures, mais du coup, vous voyez à peu près quoi. Je vous ai fait un grand On reviendra probablement un peu on va y revenir. Et puisque tu nous parlais d'un McDo avec les prises de commande, moi je te propose de faire une petite pause et d'aller voir Louis qui va nous parler comment les IA ont soif. Ah yes. La tech entre les lignes. Alors Louis, l'article que tu présentes aujourd'hui va parler d'une ressource naturelle capitale dans le numérique. Alors, je t'avoue que je m'attendais au cobalt ou au lithium, au carbone et au gaz à effet de serre même. Mais pas du tout, tu vas nous parler de l'eau. H2O, précisément. Des chercheurs de l'Université de Californie ont décidé de se poser la question de la consommation d'eau des LLM dans leur papier « Making AI Less Thirsty », paru en 2023. Et on y apprend qu'effectivement, la question de l'eau, elle est absolument cruciale, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue politique et éthique. Et je sais qu'on aime bien ça chez TrenchTech. Carrément. Mais il y a des chiffres pour nous donner un petit peu une idée de l'ampleur du problème ? Les chercheurs se concentrent sur ce qu'ils appellent l'empreinte opérationnelle, c'est-à-dire l'eau qu'il faut pour entraîner les modèles style GPT-3, etc., et pour les faire tourner. Et là, ça donne le tournis. Ils évaluent la quantité d'eau nécessaire à l'entraînement de GPT-3 à 3,5 millions de litres, et les chiffres sont similaires pour le modèle lambda de Google, par exemple. L'utilisation aussi requiert pas mal de flotte. Environ un demi-litre pour une conversation d'une trentaine de questions-réponses avec ChatGPT. Ça paraît peu, mais multiplie ça par les millions d'utilisateurs quotidiens du chatbot et ça grimpe très, très vite. Oh, c'est titanesque. Mais c'est lié à quoi, ça ? Principalement au refroidissement des data centers et à leur fonctionnement. Il y a énormément de critères à prendre en compte. La température extérieure, l'humidité, l'état du data center et sa technologie de refroidissement, le type de réseau dans l'endroit où il se trouve, etc., etc. Pour te donner une idée, les data centers basés aux États-Unis uniquement de Google auraient consommé 12,7 milliards de litres d'eau en 2021. Et c'est à 90% de l'eau potable. L'impact environnemental est donc immense. Et quand tu sais qu'environ la moitié de la population mondiale manque cruellement d'eau, tu peux imaginer l'impact sociétal également. Mais carrément. Mais j'espère que l'article amène quand même quelques propositions, parce que là, c'est un petit peu déprimant ce que tu nous racontes. Alors, l'article veut avant tout mettre ce problème en lumière, ce que j'essaie de faire ici également. Car si on parle beaucoup de l'impact carbone de la tech, l'impact eau passe étonnamment sous silence. En fait, t'inquiète pas, je te rassure, les auteurs proposent quand même des pistes de réflexion. Il y en a 3. D'abord, mettre l'accent sur le when-where les modèles sont entraînés. Si la consommation dépend de la température extérieure, il serait plus intéressant de le faire tourner la nuit en Alaska qu'à 14 heures dans le Nevada. De même, les utilisateurs plus écolos pourraient avoir envie de converser avec ChatGPT à des moments qui seraient plus friendly pour l'environnement. Deuxième piste, c'est la nécessité de transparence. Il sera possible de mettre en place des politiques et des actions individuelles ou collectives si on est au courant de ce qu'il est possible de faire. C'est donc au Google, Microsoft et Amazon de réduire l'opacité de leur modèle. Enfin, troisième piste, il va falloir repenser certaines approches parce que malheureusement, les heures water-friendly ne sont pas celles qui sont carbon-friendly. Tu t'en doutes, à minuit en Alaska, tes panneaux solaires seront moins efficaces qu'à 14 heures dans le Nevada. Il y a donc là des pistes importantes à explorer. Tout n'est donc pas perdu, mais il faut s'y mettre, à commencer par l'éveil de chacun à cet enjeu. J'espère au moins avoir fait mon boulot à ce niveau-là. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Mais oui, tu nous fais du bon boulot, Louis, pour éveiller nos consciences sur ce délicat sujet. Bon, bah justement, William, revenons à nos moutons. On l'aura compris, derrière le computer vision, il y a des caméras, bien sûr, et aussi beaucoup d'IA pour analyser les images. Ouais. Les algorithmes deviennent ainsi de plus en plus acérés, de mieux en mieux entraînés pour détecter un large éventail de situations ou de comportements. Et ce domaine a d'ailleurs explosé, si je ne me trompe pas, dans les années 2010, en gros, avec le deep learning, l'apprentissage profond. Mais depuis, quels sont les grands progrès de ce domaine-là ? C'est la puissance de calcul qui ne cesse de se développer et donc qui est de moins en moins chère et de plus en plus capable d'analyser des grosses données.
Et pour reprendre vite fait juste la petite frise, tu sais, en vrai, c'est Yann Lequin en 2000 qui découvre un petit peu le deep learning. En 2010, tu as les très grosses boîtes de la Silicon Valley qui commencent à dire attends, nous, on va faire Watson. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'IBM, Watson et compagnie, où on va faire des trucs de malade. IBM, bien sûr. Hein. Et ensuite, ils se sont rendus compte que le bébé était tellement large, vaste, tellement de cas d'usage possibles qu'en fait, ils se sont dit mais attends, on va pas réussir à nous le prendre en main. La puissance de calcul va mettre un peu de temps à arriver. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer des outils pour qu'il y ait des petits start-upers qui créent des usages. Et donc, du coup, ces outils sont tous les outils et les frameworks gratuits qu'on utilise aujourd'hui de Google, de Facebook, etc., qui nous ont permis, en fait, d'aller sur un champ de créativité dinguissime. Et comme eux, ils vont pas se prendre la tête à descendre, chercher les cas d'usage comme moi aujourd'hui chez McDonald's, tu vois, bah, du coup, ils vont attendre qu'on les développe et ensuite, ils vont les rehoster sur leur propre cloud, sûrement, et ils vont reprendre le contrôle de ces IA au fur et à mesure. Mais ils ont laissé un espace-temps où ils ont créé des outils et ils ont investi massivement derrière nous. Comme ça, on a le temps de développer tous les usages. Tu vois, ce qui coûte cher et ce qui prend du temps. Ouais. Et ça renvoie à toutes les questions de modèle économique des big tech. On avait eu un passionnant épisode sur le sujet avec Julien Pillot. Et du coup, est-ce que tu vois, toi, d'autres progrès? Tu nous dis, bon, le premier gros progrès, finalement, c'est celui de la puissance de calcul qui ne cesse de croître et qui donc permet de traiter de plus en plus d'images de manière de plus en plus fine, etc. D'un point de vue algorithmique, il n'y a pas vraiment de progrès dans ce domaine-là depuis les années 2010, Yann Lequin, 2012, où il y a eu ImageNate, qui était un concours de reconnaissance d'images qui a vraiment fait date parce qu'on a passé un cap. En 10 ans, en gros, quels sont les autres grands progrès d'un point de vue algorithmique peut-être? Partout. En fait, tu sais, nous, on a commencé avec le deep learning. Donc, du coup, c'est, on va dire, un peu plus profond que tout ce qui est machine learning avec des réseaux convolutionnels, donc avec des couches énormes, des milliards de neurones, etc. Donc, il y a eu cette espèce d'avancée vers le gros réseau de neurones bien gras, bien balèze, tu vois. Ensuite, on a fine-tuné. Donc, il y a des techniques qui sont arrivées là ces 2 dernières années de distillation, etc. pour essayer d'avoir, tu sais, les mêmes performances, mais avec beaucoup moins finalement de layers dans les réseaux de neurones. Et ensuite, depuis 2018, tu as Google DeepMind qui a sorti tout ce qui est large, tous les modèles de fondation avec tout ce qui est Gen AI par-dessus. Et en fait, là, c'est venu aspirer encore plus. Exactement. Les transformers sont venus aspirer encore plus de data. Bon, ça met un peu plus de temps à réagir au temps réel et c'est plus l'encyclopédie de la connaissance pour l'instant à chaîner avec tous nos usages. Mais tu vois, il y a tout qui évolue et la vérité, c'est que dans mon domaine, en vision par ordinateur, les gars, on a une centaine de papiers qui sortent par semaine avec sincèrement une dizaine de nouvelles techniques pour pouvoir aborder les sujets actuels. Donc, je paye quelqu'un sur 80 personnes. De quoi alimenter les chroniques de Louis. Mais je paye quelqu'un en permanence pour lire les papiers et être sûr qu'on reste à l'état de l'art, en fait. C'est assez hallucinant. Donc, les techniques algorithmiques on va filer les coordonnées de Louis à ce moment-là. Okay. Ouais. Et au-delà de la techno, qu'est-ce qui a évolué, en tout cas dans les pratiques, dans les usages de ce que permettent ces technos? Moi, si je remonte un tout petit peu le temps, les premières fois où j'ai commencé à m'intéresser à la reconnaissance visuelle, je dirais, c'est avec l'apparition des Google Glass. Et disons que ça remonte quand même un peu parce que ça doit être aux alentours de 2012-2013. Et notamment des scandales qui ont éclaté à ce moment-là parce que Google Glass était supposé pouvoir faire de la reconnaissance faciale. Et en gros, tu croises quelqu'un dans la rue et tu as immédiatement son profil Facebook qui remonte, etc. Et quand tu combines ça avec la techno Clearview dans laquelle Peter Thiel de Palantir avait mis un petit peu d'oseille, il y a tout de suite un aspect dystopique à la chose. Donc, tu me vois venir avec mes gros sabots. On a un peu évoqué les usages et les cas d'usage chez 22. Jusqu'où vous allez, vous, sur ces cas d'usage et à quel point ça a évolué les demandes de la part des autorités? Ok, du coup, pour répondre au début de ta question, c'est vraiment, tu as raison, le développement des réseaux sociaux, des capteurs de plus en plus précis avec des résolutions de mieux en mieux dans nos téléphones, etc., qui ont permis finalement d'avoir des bases de données énormes à haute qualité. Et donc, du coup, ça, c'est très important pour l'essor de la vision par ordinateur en particulier. C'est-à-dire que plus il y aura de flux vidéo connectés, plus il y aura de la qualité de ces flux vidéo et des pixels en détail, meilleurs seront les algorithmes. Après, jusqu'où on va? C'est vrai que ça peut aller très,
très, très, très, très, très, très, très loin. Et donc, du coup, le très, très loin, je parle tout de suite de tout ce qui est visuel, facial, reconnaissance finalement biométrique. Dis-toi que même le facial aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez facile. Hein. C'est pas ce qui va nous faire kiffer techniquement parce que tout est connu et c'est sur étagère. Suffit d'avoir la bonne base de données comme l'a fait ton très cher et tendre Clearview, où ils ont aspiré sur tous les réseaux sociaux les têtes de tout le monde pour pouvoir les apprendre et avoir un dataset énormissime. Et donc, du coup, forcément, quand ils revendent ça à l'aéroport de Dubaï, quand tu arrives, je sais pas si tu as vu, mais tu es directement reconnu nom, prénom, alors que tu n'as pas encore passé le passeport dans les trucs de reconnaissance, tu vois. Donc, non, bien sûr. C'est Minority Report, quoi. Ah bah là tu es dedans et tu es complètement dedans. Après, je casse un peu le mythe quand même parce que tu vois, toutes les caméras qui sont dans les villes, si même j'apprenais ta tête sous tous les angles, j'aurais quand même du mal. Pour moi, je te reconnaîtrais à 20-30% parce que, tu sais, il faut quand même une dose minimale de pixels sur ton visage pour pouvoir le comparer à ma base de données et te reconnaître. Et du coup, tu vois, les caméras des villes, elles sont pas ouf. Et quand tu vois des gens qui ont une casquette, qui ont un col roulé un peu, où tu vois 60% du visage et que c'est pas forcément les points les plus, on va dire, préférentiels pour reconnaître le visage, alors ça marchera pas beaucoup, tu vois. Et on a vu d'ailleurs sur le web fleurir des conseils pour passer inaperçus face à la reconnaissance faciale, comme évidemment casquette, écharpe, etc. Et même les pulls moches. Les pulls moches. Non, mais je te jure, il y avait un truc qui faisait bugger la reconnaissance avec tu mettais les pulls moches, limite les pulls moches de Noël. Mais justement, avec l'explosion des réseaux sociaux et le fait que tout le monde aime bien montrer sa bobine sur les réseaux sociaux, se filmer, TikTok, etc. Est-ce que là, justement, c'est pas un facteur accélérateur? Parce que les caméras des téléphones sont quand même de bien meilleure qualité et donc du coup dans ta base de données on va commencer à beaucoup mieux te reconnaître. C'est ce qui fait aussi l'essor des deepfakes, hein. On en a déjà parlé régulièrement, mais du coup c'est pas justement parmi les points, les angles sur lesquels il faut faire attention. Si tes caméras de surveillance sont dégueulasses, elles vont pas bien capter, c'est ce que nous dit William, je crois. Hein. C'est dans ce sens-là. Alors oui, c'est exactement ça. Bon, par contre, ils les renouvellent et ils en mettent des moins dégueulasses. Hein. Donc tu t'imagines que dans 3 ou 4 ans, là c'est possible. Mais en fait, le vrai truc, c'est quoi l'usage derrière? Parce que moi, j'ai pas le droit d'aspirer ta tête sur ton Facebook ou ton Instagram et derrière de la prendre à un dataset et ensuite de te reconnaître quand tu rentres chez toi ou quand tu arrives à la salle de sport, tu vois. Donc je pense que il me semble aussi que les droits d'auteur, ils n'avaient pas le droit d'aspirer les bouquins et pourtant ça se fait quand même. Non, alors c'est pas la même chose. Là, tu parles des Transformers, des LLM et compagnie qui ont appris en GenAI et qui te recrachent derrière. Nous, on n'a aucun intérêt d'apprendre la transversalité du monde en termes de data. Nous, si tu veux, on n'est pas un autobus qui charge une vision du monde et qui embarque tout ça dans un algorithme. Et après, toi, en tant qu'user, tu viens lui poser des questions et il te dit, bon, Géraldine, elle est au rangé, tu vois. Non. Là, nous, on en prend comme une Formule 1. C'est-à-dire qu'on dit, ce virage-là, tu peux le passer uniquement si tu sers bien tes trucs, si tu prends tes pneus comme ça et comme ça. Et donc, nous, nos algos, ils sont très précis. Ils vont taper des choses en particulier. Donc, en gros, moi, aujourd'hui, je suis pas encore dans le LLM ni dans les Transformers massivement. On s'en sert, je vais vous en parler après, mais c'est pas encore mon enjeu. Moi, mon enjeu, c'est vraiment cette loi, vous savez, qui est importante quand même, qui a été posée, l'IA Act, qui régit pas mal de choses et qui interdit la reconnaissance faciale. Donc ça, il faut maintenir le pousser. J'allais justement t'en parler. Peut-être pour bien comprendre, William, d'abord, tu as une base de données du coup de visage, tu as une base de données. Et est-ce que tu as des applications de reconnaissance faciale ou est-ce que tu t'arrêtes à la computer vision au sens global du terme, c'est-à-dire tu repères des comportements, tu repères des foules, tu repères un nombre de personnes sans chercher toutefois à identifier ces personnes? C'est quand même un point clé pour la compréhension de ce que vous faites. Exactement. Moi, en fait, là, j'ai de la reconnaissance de visage. Donc, j'arrive à voir quand un visage est là, mais je ne vais pas jusqu'à identifier. Pour moi, dans mon arbre, dans mon arbre de base de données, donc dans tout mon dataset, il n'y a pas la possibilité de séparer un humain et un visage et de le lier à une base de données pour le reconnaître et l'identifier. Par contre, je saurais reconnaître un humain comme un objet, en fait, tu vois.
Voilà, c'est ça. Alors attends, mais du coup, ça nous amène justement donc l'AI Act que tu as commencé à citer, le grand règlement sur l'IA, qui est le premier règlement mondial, et l'Europe est le premier continent à se doter d'un tel règlement. Donc, il a été validé en février 2024. Rappelons que les premières contraintes de ce règlement entrent en application dès cette année 2024, et puis va peu à peu s'étendre ensuite en 2025-2026. Il y a un certain nombre d'usages à risque qui sont totalement interdits, notamment ceux de la reconnaissance faciale dans les AI Act. Comment vous le voyez, vous, les AI Act, comment ils vous impactent? Et il y aura une petite question subsidiaire. Est-ce que vous faites partie chez 22 de ceux qui ont cherché à faire du lobbying pour amoindrir les effets de l'AI Act, comme l'ont fait des Mistral AI, par exemple, ou d'autres? Bon. Alors, commençons par comment ça vous impacte. Comment ça nous impacte? En fait, ça nous impacte positivement parce qu'enfin, ça met une règle et donc du coup, on arrive à catégoriser nos finalités, donc nos cas d'usage. Tu vois, sauver quelqu'un, ça passe amplement et pourtant, c'est de la détection d'humains dans l'espace public, qui est plutôt, lui, une IA à risque, tu vois. Par contre, la finalité est tant mieux si c'est en cours de noyade. Donc, en fait, ça nous permet de classifier tous nos cas d'usage et ça permet en fait de les vendre plus facilement parce que les gens ont moins peur. Il y a une base juridique, tu vois. Après, évidemment qu'on a participé à tout ça. Évidemment qu'on s'est fait interroger par le Sénat, par le Parlement, par tout ça, par tout un tas de députés, par des gens à la Commission européenne. Donc, on s'est fait auditionner une dizaine de fois. On a rendu des dossiers aussi qui leur expliquaient comment marchait la vision par ordinateur. Parce qu'en fait, on est sur une question d'éducation. C'est bien de légiférer et c'est bien que la politique s'en saisisse parce qu'il faut faire attention aux dérives de cette techno. Mais c'est bien aussi si elle le fait en connaissance, tu vois. Et puis, souvent, ils ne connaissent pas tous les cas d'usage et tous les fonctionnements scientifiques, quoi. Comment vous assurez de ne pas dériver? Comment vous assurez que les bases de données, toutes les images de caméra que quelque part vous devez forcément stocker à un moment donné chez vous ou autre, comment vous êtes sûr que les usages de tout ça ne dérivent pas? Comment tu mets tout ça sous contrôle? Il y a 3 axes. Le premier axe, c'est qu'on a une DPO en interne qui suit les règles de la RGPD, donc tout ce qui est base de données qui arrive dans nos serveurs. On fait 2 choses tout de suite, c'est qu'on anonymise les DPO, visages. c'est Data Protection Officer, c'est la personne en charge de s'assurer de la réglementation, que la réglementation du RGPD, règlement général sur la protection des données, est bien respectée, donc de s'assurer de la confidentialité, etc. C'est ça. Et en fait, comme nous, on a besoin, et comme nous, on a besoin de garder ces bases de données pour voir justement comment les algorithmes apprennent et réagissent avec les évolutions. Et, en fait, on les anonymise, donc tous les visages sont floutés, remplacés, mis en mode Picasso, et toutes les plaques d'immatriculation de bagnole sont toutes floutées automatiquement, tu vois. Donc, il y a ça en premier. Ensuite, deuxième gros axe, on est très proche de la CNIL, de l'ACN, donc l'Association de la confiance numérique. On discute beaucoup avec tous les gens qui légifèrent et qui régissent en fait toutes ces technologies. Pareil, l'Association des défenseurs des droits, on les a beaucoup formés. Donc, du coup, on se tient proche des gens qui décident. Et ensuite, troisième truc, c'est en interne, et ça, c'est magique et je ne veux pas l'enlever et ça vient de mon cœur, c'est le comité éthique. C'est-à-dire qu'on a 2 élus internes, un qui est commercial, l'autre qui est scientifique, et on a 2 intervenants externes, souvent un qui est un psy ou un sociologue ou quelqu'un qui est vraiment sur comment fonctionne l'humanité depuis des millénaires et quels sont justement ces grands axes de développement, et l'autre qui est pro-business, l'autre personne. Et donc, on est souvent en train d'échanger autour des finalités. Tu vois, un truc qu'on a shooté il n'y a pas longtemps, c'est Je crois d'ailleurs que, si je ne me trompe pas, Fabienne Billa, qui est notre chroniqueuse dans Trendstack, fait partie de ton comité éthique. C'est d'ailleurs elle qui nous a mis en contact avec toi. On lui fait la bise à Fabienne. Ouais, exactement. Bise Fabienne. Et du coup, Fabienne, tu vois, c'est magique parce qu'elle m'aide au quotidien à mieux en parler et à avoir des éléments de communication et des éléments d'acceptation de l'opinion publique qui permettent justement de faire des IA qui soient moins polémiques et avoir des angles qui soient moins polémiques. Tu vois, un exemple où Fabienne a agi, c'était les personnes au sol. Donc, laying person, détecter quelqu'un qui est tombé. En fait, le comité éthique, il a dit, scientifiquement, c'est facile pour vous de prendre vos bases de données d'humains droits, les mettre par terre comme ça et de détecter quand quelqu'un est par terre depuis plus de 2 secondes. Mais attention, parce que les dérives de cet algorithme, c'est que ça va chercher les personnes qui sont sans domicile fixe et qui dorment dans la rue, ou les personnes qui sont dans les gares ou dans les aéroports. Et donc, du coup,
On va pas s'autoriser ça, on va passer plus de temps et dépenser plus d'argent à apprendre une dynamique de chute. Et donc, du coup, là, au moins, on aura vraiment les personnes qui sont en train de chuter. Et donc là, on n'ira pas vers des gens au sol. Et éthiquement parlant, eh ben, ça évite de détecter les SDF et ça permet de détecter les gens uniquement qui tombent. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah c'est bien, tu nous donnes du concret avec cet exemple. Et puis, bah écoute, c'est maintenant le moment d'un moment d'égarement de Laurent Guérin. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Oh bah dis donc mon Lolo, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Alors, on attaque le fail du jour. Tu vas nous parler des enceintes connectées. Ah ça, on en a bouffé de l'enceinte connectée avec assistant personnel dedans. Ok Google et Alexa, dis Siri. Je viens de déclencher ton iPhone là, non? Il faut dire qu'Alphabet, Amazon et Apple ont arrosé la décennie 2010-2020 à grands coups de communication, vantant les mérites de leurs enceintes connectées, /assistants virtuels qui pouvaient faire papa /maman, donner la météo /le cours de la bourse, créer une liste de courses / jouer à des jeux rigolos ou débiles, ou les deux. Souvent rigolos tellement ils étaient débiles. Et en revisionnant les pubs, on a vraiment l'impression qu'on pouvait tout faire avec une enceinte connectée. Et pourtant, tout le monde se marrait. Je vous partagerai un jour la vidéo de mon fils de 6 ans qui essaye de faire fonctionner l'enceinte Google avec toute la famille qui se tord de rire parce que ça marche pas. Dans le même genre, tu as forcément en mémoire la vidéo buzz datant de 2018 déjà, de cette grand-mère italienne qui hurle « Hello Gogo !»« Ok Gogo !» 6 millions de vues. Qu'est-ce qu'on a ri, Siri? J'ai encore déclenché ton iPhone. Oh mais ta gueule Siri, ça va là? Ah, c'est encore Laurent qui s'est garé. Bon bah merci hein. Bon, c'est vrai qu'on avait bien rigolé sur ces vidéos, t'as raison, c'était cool. Mais on avait beau pleurer de rire devant l'expérience utilisateur désastreuse, les constructeurs faisaient la sourde oreille. Ce qui n'est pas recommandé quand tu fais de la reconnaissance vocale. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Le monsieur te demande si tu fais la sourde oreille. Mais enfin non, je fais pas l'amour dans le rail. Désolé, je n'ai pas compris votre demande. Et les absurdités continuaient. Par exemple, dis Siri, quelle ville organise les Jeux Olympiques de 2024? Et l'autre nous répond, voici ce que j'ai trouvé sur Internet. Et il nous balance une série de liens. Mais sans déconner, tu sers à rien Siri. Ce n'est pas très gentil, répond l'effronté tout en restant poli. Ah, lui, oui, parlons-en de la politesse. Qui n'a pas insulté Siri? Des vraies insultes, hein, avec des gros mots dedans, genre qui commencent par ta mère. Tout le monde a insulté Siri. Même Mick, à qui pourtant sa mère à lui, la mère de Mick, lui a interdit les insultes depuis son plus jeune âge. Qui n'a pas provoqué OK Google en lui posant des questions pièges, obscènes, ou sans queue ni tête. Elle est où la queue? Elle est où la tête? Et surtout, elle tutune? C'est quand est-ce que c'est rentable ce truc? Ah oui, encore aujourd'hui, de nombreux acteurs et observateurs de la tech s'auto-persuadent que le marché des smart speakers fonctionne et qu'il vaut plusieurs milliards de dollars. Pourtant, en 2022, Alexa a généré des pertes colossales pour Amazon. 10 milliards de dollars. L'assistant virtuel du géant américain a perdu son pari, celui de déclencher des achats. Et ouais, vous croyez quand même pas que toute cette innovation, c'était pour faire enrager les grand-mères italiennes ou les enfants de 6 ans? Non! L'idée, c'était de vendre toujours plus. Ton frigo intelligent t'aurait annoncé qu'il n'y avait plus de lait, et toi, t'aurais dit à l'enceinte intelligente, « Hey Alexa, vends-moi du lait !» Sauf que les assistants vocaux sont cons comme des pieds. C'est pas moi qui le dis, c'est Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui s'est retiré de ce secteur dès 2016. Leur smart speaker s'appelait Cortana, et tu t'en souviens pas, et c'est normal. Aujourd'hui, Microsoft, actionnaire d'OpenAI, responsable de ChatGPT, mène la danse dans l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle qui relègue enfin les smart speakers à la place qu'ils méritent, le gadget complètement inutile. Apple lose. L-O-U-S-E. C'est inexact. Essaye encore une fois. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. On va pas demander à Alexa d'épeler Trench Tech. Nos invités le font pour nous dans les gimmicks et parfois ils se prennent les pieds dans le tapis. Impossible de parler de computer vision, les amis, sans faire le parallèle avec le roman dystopique d'Aldous Huxley, 1984 évidemment, et son fameux Big Brother is watching you à travers les fameux télécrans. De là, les risques de surveillance massive via notamment la fameuse reconnaissance faciale et par extension les dérives liées aux biais racistes, sexistes ou encore culturels des IA liés à leur dataset eux-mêmes, on le sait bien. Tout ça, c'est évidemment dans toutes les têtes. Alors William, à l'approche des JO de Paris, pour lesquels la vidéosurveillance dite algorithmique a déjà fait couler beaucoup d'encre,
quel garde-fou s'imposer autant dans le privé que dans le public quand on utilise ce type de techno? Le consentement de l'identification, ça c'est la base, je pense. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de la rocofaciale ou de l'identification sans qu'il y ait un consentement, premièrement. Deuxièmement, le contrôle jusqu'à l'identification. C'est-à-dire, tu sais, là, on est dans un McDo, d'accord? On pourrait contrôler en temps réel et dire si plus de 50 clients, alors en cuisine, il doit y avoir 7 personnes, il y en a 2 en pause, donc appelez-les de la pause et amenez-les en cuisine. Non, on n'a pas le droit de guider par le droit du travail, par un algorithme intelligent aujourd'hui. Et je pense que c'est à discuter avec le droit du travail et beaucoup de syndicats. Donc, en fait, les garde-fous sont dans le contrôle de l'information personnelle, que ce soit dans un milieu personnel ou professionnel. Ça, on peut être consentant. Moi, ça me plairait d'être reconnu quand je vais faire mes courses au supermarché. Comme ça, je n'ai pas à sortir ma carte bleue. Et ça me plairait que mon scooter me reconnaisse. Comme ça, je n'ai pas besoin d'avoir de clé. Mais je n'ai pas envie que dans la rue, on sache ce que je fais. Et donc, du coup, je pense que la limite, elle est ici. C'est comme accorder ton consentement site par site avec la RGPD. Quand tu débarques et qu'on te demande si tu acceptes les cookies ou pas, on pourrait te demander si tu consens à être reconnu lorsque tu arrives chez Gap, comme dans Minority Report, ou quand tu arrives chez McDo ou sur ton scooter. Donc je retiens le consentement individuel et le temps réel. Ceci étant dit, la vidéosurveillance à base de reconnaissance faciale est illégale en France. Là où certaines villes s'y sont quand même frottées, comme Nice par exemple, et d'autres pour ne pas les citer. Après, je connais bien les tests qui ont été faits. À Nice, ça a été fait par une société israélienne dans des conditions plutôt de spectacle que de vraie expérience. Qui s'appelle Briefcam. Je crois que c'était Anyvision qui avait fait. C'est ça? Non, c'était Anyvision qui l'avait fait à l'époque. C'était les copains de Briefcam. De toute façon, ils sont dans le cadre du carnaval. Ouais, dans le cas du carnaval. Ouais, mais non, parce que j'y étais à cette expérimentation. Et la vérité, c'est qu'ils avaient mis un espèce de petit portique avec 2 caméras en face. Ils avaient enrôlé les gens avant, donc à hauteur de visage, enrôlé, donc appris le visage. Et ensuite, on leur demandait de repasser à l'intérieur de ce portique. Et en effet, ils étaient reconnus. Donc, c'était du pipeau. Vous l'avez sur YouTube. Ça n'a rien à voir avec une IA qui a été mise sur les caméras de la ville et on détectait des gens comme ça au pif, tu vois. Alors, du coup, c'est un ghost. Mais attends, mais il y a eu une forme d'emballement médiatique alors par rapport à ça parce que... oui, parce que c'est illégal. Mais alors, justement, si on resitue par rapport au JO, parce que là, pour le coup, ça fait couler beaucoup d'encre, comme je le disais tout à l'heure, et le marché public, je crois, a été ouvert il y a finalement très peu de temps. Notamment, on retrouve dans les articles de presse le nom de Briefcam, donc cette start-up israélienne. Est-ce que vous êtes dans ce marché-là? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui va réellement se passer en matière de vidéosurveillance pour les JO de Paris? Ça nous concerne très directement. On est en France avec la législation que l'on connaît et avec donc les rumeurs, semble-t-il, qu'on a pu connaître sur Nice, etc. Est-ce que tu peux nous aider à éclairer le sujet? Alors, je pense que la presse est en mal de sujet parce que pour le coup, il ne va rien se passer de très très grave. Premièrement, cette technologie fait peur et tout le monde surfe dessus. Deuxièmement, les JO, j'y participe. Et troisièmement, il va y avoir 8 cas d'usage qui vont être testés. Et ces 8 cas d'usage-là, il n'y en a pas un qui est à risque. Il y a du comptage, il y a de la remontée de foule en sens inverse de personnes. Donc là, c'est une personne qui courirait en sens inverse pour voir pourquoi il le fait. Ensuite, il y a du regroupement à des endroits. Donc forcément, c'est pour savoir où est-ce que se situent les gens à un instant T, surtout de manière massive. Ensuite, il y a de la détection de chute de personnes. Ensuite, il y a la détection d'incendie. Ensuite, il y a... Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Donc, il n'y a rien d'alarmant, rien d'identifiant. Et je crois même, tu vois, que ça a été monté politiquement. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que tu n'auras aucune conclusion probante de la computer vision suite aux expérimentations des JO parce que, premièrement, c'était un appel d'offres de référencement pour connaître et comprendre comment fonctionne cette technologie autour de ces événements. Et deuxièmement, 3-4 mois avant les JO, avoir des sélectionnés et de leur demander de s'implanter sur tous les sites olympiques, ça relève, je ne sais pas, même pas du miracle en fait, c'est même pire que ça, tu vois. Donc c'est impossible que ça se déploie à grande échelle. Donc du coup, il va y avoir sur 200 caméras un super test de comptage et ils vont voir s'ils chopent pas 1 ou 2 bagages abandonnés. Mais pour le reste, tu verras, on se reparle dans 1 an quand il y a le bilan et le rétex qui est fait. Ça va pas aller chercher bien loin. Donc je pense qu'il y a beaucoup de papier, beaucoup de peur et beaucoup d'humeur. C'est bien, Trench Tech sera rassurant sur ce coup-là par rapport à tout ce qu'on peut lire dans la presse qui fait
effectivement un petit peu peur. Ouais. Alors d'entrée de sec, nous on a une petite tradition, une tradition de passeur, dans laquelle notre précédent invité te pose à toi une question. Et là, c'est David Colomb qui a une question pour toi un petit peu provoque. Je te laisse l'écouter et surtout lui répondre. Bonjour William, c'est David Colomb. J'ai une question pour toi. Est-ce que Pékin t'a déjà fait une offre? J'adore. Est-ce que ta start-up est à vendre à un pays qui pourrait l'exploiter à des fins de surveillance généralisée de la population? Je traduis un petit peu la question pour être sûr que tout le monde l'est bien. Ouais, la réponse est oui. Évidemment, parce que il regarde. Non, arrête, sérieux? Mais si, c'est bon, mais je m'y attendais pas une seconde. Sérieusement? Bah évidemment. Pourquoi? Parce que en France, on est hyper fort en mathématiques et on est très fort en artistique. Donc ça veut dire qu'on arrive bien à développer les moteurs de règles qui sont au-dessus des algorithmes. Et donc du coup, ça veut dire qu'on a la capacité créative à faire des milliers de finalités avec un petit algorithme. Et on l'a implémenté et on l'a testé. Évidemment, j'avais une filiale de 22 il y a 2-3 ans qui était à Hong Kong et on bossait même sur le continent de la Chine. Et SensiTime, qui est la plus grosse boîte poussée par le gouvernement chinois qui fait tous les trucs qui font flipper, nous avait approché à l'époque par Hong Kong, avait regardé ce qu'on faisait, etc. Hors de question pour nous de participer à tout ça, parce qu'on répète, on est contre la reconnaissance faciale sans le consentement des personnes. Et donc, du coup, nine, quoi, c'est impossible. On a été aussi approché par des Américains, on a été aussi approché par des Européens, mais eux étaient les premiers à nous approcher, oui. Et par les Français, en termes de rapprochement par les Français, que ce soit par les services de renseignement ou même, on n'a pas parlé de la composition de ton capital. Il y a le ministère des Armées qui est au capital. Oui, donc, exactement. En fait, on pourquoi a aujourd'hui en France, donc du coup, oui, on a été approché par le ministère de l'Intérieur, par les services, par tout un tas de choses. Évidemment qu'on bosse pour eux et je le dis de manière assez ouverte et assumée, c'est les moins pushy sur cette technologie. C'est-à-dire qu'ils font hyper gaffe parce que le scandale Briefcam là, les a fait flipper vraiment, hein, parce que c'était peut-être 1 ou 2 postes qui ont été utilisés à droite à gauche, mais en vérité, c'était pas super déployé. Et eux, ils n'ont pas envie de mal utiliser. Ça reste des fonctionnaires, il y a quand même la loi derrière, il y a tout un tas de choses, donc ils font gaffe quand même. Ouais, voilà. Et donc, pour bosser avec eux, en ce moment, on déploie donc du coup pas mal avec eux. On déploie dans des champs de recherche, d'enquête, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec du temps réel et de la rocofaciale, tu vois. Donc, oui, je suis approché, oui, je bosse avec eux. Ouais, donc ils sont plus rentrés au capital pour surveiller un petit peu ce que vous faites et que vous fassiez pas trop de conneries. Alors ça, c'est autre chose, le capital, j'allais y venir. C'est presque ça que tu dis. Non. Là, je parlais vraiment du ministère de l'Intérieur, etc. Pour le capital, non, c'est pas grave, t'inquiète. Pour le capital, ils ont poussé l'argent pour investir dans des boîtes d'intelligence artificielle via la BPI. Et nous, comme on travaillait déjà avec l'armée sur l'intrusion sur les bases, donc tu sais, c'est uniquement des gens qui viennent rentrer la nuit et pour que ça sonne quand il y a quelqu'un qui saute la barrière, quoi. Ou sinon, on travaillait aussi sur tout ce qui est rupture cognitive du pilote d'hélicoptère ou d'avion en scène de combat. C'est-à-dire, le moment où il commence à faire n'importe quoi, dire vite à son copilote, fais gaffe, lui, il est en train de perdre la boule, l'avion, il va se crasher, quoi. Et donc, du coup, comme on bossait pas mal avec eux, mais comme on galérait à avoir des capitaux, ils ont poussé de l'argent via la BPI et la BPI manage cet argent-là. Donc, en fait, c'est l'argent de l'armée c'est une partie de notre levée de fonds, hein, mais c'est l'argent de l'armée qui est mis au sujet de la BPI et on est managé comme une boîte qui scale, quoi, en fait. Hein. C'est pas du tout une boîte qui est kaki, bien que nos liens avec l'armée soient intéressants parce que, en fait, ils demandent qu'à voir ce qui marche, surtout. Et aujourd'hui, on peut pas dire qu'on va les aider. Donc, tu es quand même le mec qui t'appelle 22 parce que tu courais pour échapper à la police. Et tu t'es fait rattraper par la patrouille. Travaille avec l'armée et le ministère de l'Intérieur. C'est une belle histoire quand même. Hein. Je trouve que mais c'est pas une boîte kaki. Ouais. C'est ça que je retiens. Mais c'est pas une boîte kaki. Non, mais je trouve que le paradoxe, c'est la vie, tu vois. Et du moment que tu fais ce que t'aimes, dans les conditions que t'aimes, sur une technologie que t'aimes, moi, je kiffe ce que je fais. Et puis, ça m'excite tout autant de parler avec le DGA que parler avec le CMO de McDo, que parler avec n'importe qui des mêmes sujets. Et c'est DGA, directeur général des armées. Oui. Thibaut, tu avais une question. Alors, du coup, on va y revenir un petit peu, mais du coup, quels sont les enjeux de la formation et de la sensibilisation des agents, on va dire, global et du public, surtout à l'intelligence artificielle pour la sécurité? Comment est-ce qu'on aborde cet enjeu-là pour que les gens prennent conscience et évitent peut-être d'avoir un peu trop peur, des fois, quand il n'y a pas besoin d'avoir peur? Ah, c'est une question, tu as raison, hein, Thibaut, c'est vraiment la question que je me pose tout le temps. Je passe beaucoup de temps à évangéliser. Je pense que ça passe par, du temps.
et des expérimentations réelles avec des vrais rétex. 2, ça passe par des cas d'usage sympas et stylés. Ce qu'on essaye de faire, tu vois, d'accélérer ta livraison, sauver des gens, enfin, tout un tas de choses. Et ça passe aussi par la volonté, finalement, de l'humain, parce que le principal frein à l'acquisition de cette techno, c'est nous tous, hein, c'est nous. Et donc, du coup, le fait que ce soit nous, il faut tomber les peurs et c'est une techno qui est compliquée. Donc, on prépare en ce moment là un enquête exclusive, un complément d'enquête. On prépare plein de trucs avec plein de journalistes dans tous les sens pour pouvoir justement expliquer au mieux comment ça fonctionne en fait, pour en avoir un peu moins peur. Parce qu'au final, on voit assez vite les dérives du système. Et donc, tu le rappelles évidemment de base, mais ça, c'est la vocation. Et on va dire c'est presque l'ADN de 22. C'est pas de reconnaissance individuelle. Ouais. Mais on voit très vite qu'on peut avoir des dérives et que c'est juste ton éthique à toi qui t'interdit. Bah, t'as la loi aussi. Si j'ai un peu moins d'éthique, rien ne me l'interdire. Oui, la loi. Ouais, t'as la loi. Et puis non, t'as des gens qui vont commencer à être... Ouais, la loi, ouais. Bon, bof, la loi, c'est quoi ce truc-là? Et attention. Non, mais effectivement, la loi est pour tout le monde. Et c'est ça le précepte. Mais moi, quand j'entends Yann Lequin... Pour revenir sur lui, qui dit mais finalement les droits d'auteur ils sont gentils mais ils vont empêcher de bosser. C'est la loi, monsieur Lequin. Ouais, mais Yann Lequin déjà il bosse pour un big tech américain. T'es avec William Eldin et il est en France. Du coup on voit bien qu'on pourrait très bien prendre une technologie américaine qui, je fais de la reconnaissance individuelle. C'est précisément ce qui s'est passé avec Briefcam, la boîte israélienne, et qui a donc suscité le buzz, etc. On est bien d'accord. Mais au-delà de la loi et breaking the law, parce que code is law aussi, il y a un autre risque, semble-t-il, c'est quand même les cyberattaques. Et si on en revient aux JO, même si c'est pas particulièrement mon dada, les JO de Tokyo en 2021 avaient subi 450 millions d'attaques informatiques. Et le comité d'organisation des JO de Paris, lui, il en prévoit 8 fois plus, ça veut dire 3,5 milliards. Et donc, comme on sait qu'on peut, je crois que c'est Françoise Fogelman qui nous avait dit déjà que sur de la computer vision, tu rajoutes un petit bout de scotch sur un panneau sens interdit et ça se transforme en 70 km/h, la bagnole, elle fonce à fond la caisse. C'est quoi les risques en matière de cyberattaque, que ce soit de l'empoisonnement de ton dataset, que ce soit le détournement d'une vidéo de surveillance, etc. C'est quoi les risques? Énorme. Et comment vous y faites face? Énorme. Alors, tu as raison, tu mets le doigt dessus là. Là, tu mets vraiment le doigt dessus. Je pense que cette expérimentation, elle est faite pour voir comment on va utiliser, mais surtout, qu'est-ce qui va être autour de tout ça, soit qu'est-ce qui va attaquer, qu'est-ce que ça va donner, comment on va pouvoir justement mieux régir la sécurité de ces algorithmes. Tu as raison, et ça tourne pas mal en ce moment sur les réseaux sociaux. Tu as des gens qui ont imprimé des t-shirts stop et en fait qui se mettent devant les véhicules autonomes avec leur t-shirt stop et qui ouvrent les chemises. Et là, tu vois tous les véhicules qui s'arrêtent d'un coup. Et donc, du coup, tu vois ça, typiquement, il pourrait y avoir des gens dans Paris avec des trucs. Mais bon, les véhicules autonomes vont pas visiblement être beaucoup dans Paris. Tu sais, ils ferment pas mal toutes les rues tout au long de l'été. Bref. Ouais, pas tout de suite. Ouais, voilà. Non, ce qui est important, et j'étais au ministère justement il y a 2 jours, et je parlais avec les personnes qui gèrent cette expérimentation là autour des JO, et je leur disais, mais pourquoi vous acceptez pas d'autres cas d'usage à côté, hors tout ça? Ils ont dit, William, le truc numéro 1, c'est vraiment le fait qu'on puisse voir si on se fait pas cyberattaquer et détourner tous ces systèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de retour d'expérience là-dessus de manière massive, mais c'est de ça qu'on a le plus peur. Donc, on va tester ces cyberattaques, donc on va tester un modèle où on arrive à faire utiliser ces algos par un maximum de gens des forces, mais en même temps sans se faire hacker, quoi. Après, ça risque pas grand-chose. Ouais. Et au-delà de la cyberattaque via de l'informatique, le détournement du système, si demain tu as une bande de potes sur les réseaux sociaux qui se mettent à 50 à courir en sens inverse pour faire paniquer les caméras et le poste sécurité, il se passe quoi? Il se passera que le PC sécurité va ressortir, attention, alerte remontée de 50 personnes à contresens. Il va regarder, il va voir que c'est des gogoles avec des bières en train de se taper dans la main, et il va dire ok, bon je zappe. Tu vois. Il verra Cyril au milieu des 50 gogoles. Cela dit, il se passe quoi? Je n'irai avoir suggéré cette idée si jamais ça se passe. Cela dit, il se passe quoi? Ça peut être une véritable alerte, même si c'est pour rigoler que les gens le font. C'est un véritable parce que risque quand même. Tu sais qu'il y a des activistes et il y a même des artistes. Tu sais, le mec qui avait détourné Google Maps avec sa petite charrette là, et tous les smartphones. Mais les gars, ça va vraiment être tout l'enjeu justement. Ça va être le côté derrière, c'est une aide. Mais en fait, c'est vraiment une aide à la décision. Il n'y a rien qui va être automatisé suite à une détection. C'est un humain qui va récupérer ça, qui faisait le job avant, et qui va dire qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là.
Mais là, il va y avoir des sortes de dieux bioniques qui sauront directement compter les personnes, détecter automatiquement des situations à risque, etc. Moi, j'ai une petite question pour toi sur un débat qui revient hyper souvent partout, dans Trench Tech en particulier, qui est le débat entre réglementation et innovation. Oui. Toi, tu te bats, tu nous l'as dit, sur un marché mondial contre des concurrents qui sont américains, israéliens, russes, chinois, qui ne s'embêtent pas avec ces problématiques de non, on ne fait pas de reconnaissance faciale, qui n'ont pas gravé, eux, dans leur loi, le fait d'encadrer tous ces usages du computer vision et plus largement de la reconnaissance faciale, donc qui peuvent aller finalement beaucoup plus loin que toi. Oui. Est-ce que effectivement tu sens que ces lois européennes finalement sont un frein à ton développement commercial, à l'innovation et à l'innovation à l'européenne, on pourrait dire? Alors c'est un point important ce que tu viens de soulever parce qu'en fait, le problème déjà qu'on a en IA, c'est que entre recherche et développement et exploitation commerciale, le dataset, tu n'as aucun moyen de savoir comment il a été créé. Donc en fait, moi j'ai envie de te dire, non, ça ne freine pas la commercialisation que d'autoriser tout en recherche, à condition que les datasets de recherche soient pas ceux des datasets de commercialisation. Parce que c'est pas juste d'avoir tout ce qu'on veut en recherche et de le déverser dans le monde en commercialisation, parce que là, c'est vrai que tu vas reconnaître tout un tas de choses, mais à l'intérieur, cette bouillie mathématique, tu auras des infos personnelles. Non, moi, je milite pour qu'on puisse rechercher avec tout ce qu'on veut et qu'il n'y ait pas de limite dans la recherche, mais derrière, qu'il y ait des contrôles très stricts et des certifications sur l'utilisation de quel business, enfin de quel dataset, sur quel business model, dans quelle finalité. Voilà. Mais tu réponds pas bien à ma question. Vis-à-vis de tes concurrents américains, chinois, etc. Oui. Est-ce que tu sens une forme de concurrence déloyale ou d'un frein à cause de réglementations européennes que eux n'ont pas et auxquelles toi tu es soumis? Non, parce qu'en Europe, on vend à l'Europe et donc du coup, ils veulent ça. Aux États-Unis, on vend avec les règles de l'Europe et que, vu qu'ils s'y destinent, ils préfèrent acheter quelque chose qui est RGPD compliant versus quelque chose qui ne l'est absolument pas. Par contre, en effet, j'ai du mal à vendre en Afrique et j'ai du mal à vendre en Asie-Pacifique parce que là-bas, les Chinois ont développé des choses qui vont bien plus loin. Et vu que les lois sur ces continents-là ne sont pas développées, moi, j'arrive avec plus de créativité dans les use cases. Donc, je peux leur dire, si une voiture jaune passe par là à plus de 50 km/h, alors qu'il est entre 8h et 9h, vous devez faire relier au système et éteindre le feu rouge. Donc, eux ne le font pas, ça. Mais par contre, eux vont dire, OK, si la voiture jaune immatriculée tant avec tel mec à l'intérieur passe là, alors faites éteindre le feu rouge. Ils pourront avoir une autre manière de trouver la finalité. Mais j'arrive à me battre quand même sans passer par les mêmes chemins. Par contre, dès que c'est sur l'identification, le facial, le quoi que ce soit, bah ça, je me bats plus, quoi. Je me bats plus du tout. Voilà. J'aime bien parce que tu nous rappelles finalement une des grandes règles de la créativité qui est que parfois la contrainte, c'est de la contrainte que naît la créativité. J'adore ça. Effectivement. Eh ben, merci beaucoup William pour tous ces échanges riches. Depuis un McDo, on le rappelle, on n'est pas financé par l'enseigne des burgers, mais c'était quand même très drôle. Merci à vous, c'était super, un super moment. Plaisir partagé. Et pour vous qui nous écoutez, restez encore quelques minutes, c'est le débrief entre Thibaut, Mick et moi. À bientôt William. À bientôt William. Bye bye. Salut William. Bye bye. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Ouh, mais dis donc, c'était cool cet épisode. Bon, alors Thibaut, qu'est-ce qu'on se fait là? On se fait ce petit débrief les yeux dans les yeux. Oh. Qu'est-ce que tu as pensé toi Cyril? Moi j'ai adoré le franc-parler de William et son côté encore un mec chouette, très cool, un mec super chouette. Cool. Ça fait plaisir parce que tu vois il n'y a pas que les gars de la Silicon Valley qui sont cool et qui savent bien parler de la tech, avec pas mal de recul aussi sur sa conception de son métier et ce vers quoi il faut aller, ce à quoi il faut faire attention. Il est très 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 vigilant justement aux enjeux éthiques et sinon je retiens particulièrement un truc rigolo, c'est que il vient de chez Coyote qui cherchait à éviter les radars et donc les flics. Et aujourd'hui, il sert entre autres l'intérêt de l'intérieur, de la défense, on l'a compris. Ça va vraiment avec le personnage. Ouais. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que la question des usages, ce qu'on fait de cette technologie, elle revient souvent dans Trench Tech. Mais là, c'est vraiment au cœur des préoccupations. Et donc, il nous dit clairement, il y a une ligne qu'il ne veut pas franchir, c'est celle de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire de savoir à partir d'une image reconnaître Cyril, Thibaut, Mick ou n'importe qui. Ça, c'est pas facile. Mais par contre, il veut en faire plein de choses pour la sécurité, détecter des personnes qui tombent, qui pourraient se noyer, des problèmes de sécurité lors des JO, etc. Et là, effectivement, il nous donnait un cas aussi assez intéressant sur l'apport de l'IA Act
dans son business de tous les jours. Et c'est ce qui était assez intéressant, c'est que pour lui, c'est pas un problème, c'est pas un frein. Ça donne un cadre plutôt rassurant. Ça donne un cadre plutôt rassurant. Et justement, lui, il envoyait ça comme un vecteur intéressant parce que ça permettait à tout le monde de comprendre quel était son enjeu et quel était ce cadre et comment est-ce que peut-être dépassionner un certain nombre de débats. Dépassionner, parce qu'il nous a rappelé que justement il y a eu énormément de buzz autour de ces fameuses villes qui utilisaient de la vidéosurveillance, a priori en tout cas dite algorithmique, donc avec de la reconnaissance faciale, ce qui est illégal en France. Il y a même des titres, si vous cherchez sur Internet, qui disent que dès 2015, la police municipale utilisait donc cette fameuse IA israélienne. Bon, il y a eu l'exemple de Nice, le carnaval, donc il nous dément un peu ça en disant c'était un peu des gosses, c'était des trucs un peu montés pour faire justement enfler le truc. Bon, qui a raison, j'ai envie de lui faire confiance, mais je sais pas. Il faut dire qu'il est vraiment aussi dans un domaine hyper touchy de l'IA. Tout ce qui est autour de la vision par ordinateur, de la reconnaissance faciale, etc., la ligne est tellement ténue, il faut constamment rassurer, il nous l'a dit, il doit constamment rassurer sur ces sujets-là. Il est quand même dans le cœur du réacteur, des questions éthiques. Ça fout les jetons, parce qu'on a les exemples de la Chine qui nous viennent en tête très directement avec le score social, etc. On a toutes les images de Minority Report où tu te fais repérer pour te balancer une pub quand tu es dans le métro, mais pour éventuellement aussi avoir une forme de discrimination à l'entrée de quelque chose, et notamment à l'entrée des frontières. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a des technos que finance l'Europe aujourd'hui pour analyser les flux migratoires dans des perspectives purement éthiques, parce que c'est pour aider les ONG à prévoir les aides qui seront les leurs lorsqu'il y a un flux entrant, mais on peut se demander aussi si ça peut pas être utilisé pour sélectionner qui rentre ou pas aux frontières aussi. Et il avait également, moi ce que j'ai retenu aussi sur cette partie réglementaire qui était très intéressante, il nous disait ce qu'on avait déjà entendu, c'est que le côté réglementaire c'est bien, c'est pratique, ça permet de dépassionner un certain nombre de débats. Encore faut-il qu'elle soit appliquée, qu'elle soit mise en place et surtout qu'elle soit effective, c'est-à-dire qu'il y ait des vrais contrôles et que ça soit les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas justement se permettre d'avoir que pour des Européens, il faut que ça soit appliqué pour tout le monde. French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement votre regard sur les enjeux de la vision par ordinateur n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas, il vous reste une seule chose à faire, poster un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et lever un pouce sur YouTube et partager cet épisode autour de vous. Car comme le disait Coco Chanel, les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse.